Inhumation ce vendredi des victimes de Matadi Kibala. Une cérémonie d'hommage est organisée au stade de Vélodrome de Kintambo en présence des membres du gouvernement et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Bisbille entre l'inspection générale des finances et la ministre du portefeuille. L'IGF dénonce l'inaction dans le chef de certains politiques qui alourdissent la traque contre les corrupteurs et les détourneurs. En sport, la presse congolaise est en deuil. L'on n'entendra plus la célèbre voix de François Tobissa, le co-commentateur des matchs de football et principal allié de François Moana Kaboulo. Le journaliste sportif est décédé ce jour des suites d'une longue maladie. C'est le début du week-end. Merci de nous suivre sur Télé 50. Drame de Matadi Kibala. Au total, 25 corps sans vie sont exposés au stade Vélodrome dans la commune de Kintambo avant l'inhumation au cimetière Mingadi de la commune de Mongafula. Plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement, le Premier ministre, les ministres des Actions humanitaires, de la communication ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Tristesse et consternation des proches des victimes, voilà l'ambiance qui règne dans ce stade. Dans ce mot de circonstance, le gouverneur de la ville de Kinshasa a déclaré qu'il ne va plus tolérer aux Kinois d'effectuer les activités dans les zones à risque. On écoute Bedrin Kenge qui est sur place. À l'entrée du stade Vélodrome, le site où le gouvernement a choisi pour rendre des hommages officiels aux 25 personnes mortes électrocutées le 2 février dernier suite à la section d'un câble haute tension de la SNEL au quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Il y a un grand nombre de familles éplorées. En voyant le nombre de cercueils exposés, que vous soyez proche ou pas des victimes, les sentiments de tristesse et de consternation vous envahissent. Des cris de pleurs et autres cris s'entendent de loin. Dans son mot des circonstances, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, consterné, a déclaré qu'il ne va plus tolérer pendant son mandat à la tête de la ville que le Kinois occupe des zones à haut risque. Il a demandé aux familles éprouvées de se fortifier dans les seigneurs. Avant l'inhumation de 25 victimes, dont 2 hommes et 23 femmes au cimetière de Mingadi dans la commune de Mongafula, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a au nom du gouvernement déposé une gerbe de fleurs. Les enquêtes menées par l'IGF sont-elles bloquées par les membres du gouvernement? En tout cas, c'est la plainte de Jules Alinguete qui accuse la ministre du portefeuille d'inaction face aux multiples rapports établissant des cas de corruption. L'IGF a dans son collimateur plusieurs responsables des entreprises publiques englués dans des affaires de détournement. Tout a commencé par une lettre du 31 janvier 2022 de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, adressée à la ministre des portefeuilles, dans laquelle le patron de l'IGF s'inquiète du manque de réaction de la ministre Adèle Kaninda sur le dossier qui attend de la prise des dispositions de son ministère sur quelques entreprises publiques au regard de la gravité des faits de mégestion constatés dans ces enquêtes. Pour plus de détails, le directeur général Jean-Marie Kassamba est descendu pour comprendre ce qui se passe entre l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete et la ministre de portefeuille Adèle Kainda. Une polémique de haut niveau entre l'IGF et le ministère du portefeuille. On vous reproche de ne pas respecter le ministre, de lui donner des injonctions, d'avancer des preuves qui ne tiennent pas la route. De quoi il s'agit ici? L'inspection générale des finances qui s'investit dans cette lutte et dans ce combat, les fait sous l'autorité directe du président de la République, de qui elle dépend. Donc nous ne pouvons pas tout d'abord comprendre qu'il y ait des tergiversations dans les chefs des autorités appelées à prendre des sanctions lorsque les faits sont avérés. Nous sommes allés au ministère du portefeuille pour expliquer au ministre du portefeuille que l'inspection générale des finances a fait
des contrôles et nous avions constaté des actes avérés de mégestion et des présumés détournements pour lesquels nous avions demandé que des sanctions soient prises. Voilà tout le problème qu'il y a entre l'inspection générale des finances et les portefeuilles. C'est le fait d'avoir demandé des sanctions. Et on veut passer par des détours en disant non, c'est une demande qui n'est pas trop polie, ça donne l'impression d'avoir donné des instructions au ministre. Faux. Vous pouvez lire la lettre. Nous avons une particularité d'être administratif et direct. C'est ça aujourd'hui. Parmi les dossiers mentionnés par l'IGF, il y a la gestion calamiteuse de la Régie des eaux, la surfacturation des profilés métalliques à la SCTP ex-ONATRA, les observations définitives sur la gestion de la société Cobil SA, ainsi que les rapports des contrôles de gestion de Sonaïdroc SA. Expliquer au ministre du portefeuille notre demande de voir les ministères du portefeuille s'impliquer pour sanctionner les mandataires concernés. Faute de les faire, ou en ne les faisant pas, les ministères du portefeuille risqueraient de donner l'impression à ces mandataires aujourd'hui que vous pouvez tout faire, il n'y aura rien comme sanction. C'est ça, au fait, les inquiétudes. Donc, nous n'avons rien à voir. Voilà la vérité de ce qui a été dit. Et nous sommes engagés au cours de cette réunion. Nous avions dit au ministre, si peut-être que notre lettre avait été mal comprise, nous sommes venus pour expliquer notre démarche et notre demande. Et si au besoin, nous pourrons encore davantage l'expliquer dans une autre lettre. Mais nous avions été surpris par un reportage. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, s'en félicite de la diligence avec laquelle la justice a pris à main ce dossier. Contrairement au reportage diffusé sur la chaîne nationale RTNC, l'IGF n'a jamais été recadré et n'a reconnu aucune maladresse. Cependant, l'IGF regrette une exploitation mensongère du service de la presse du ministère de portefeuille. Trouver des mensonges au niveau de certains médias que l'inspection générale des finances avait été recadrée. Pourquoi nous devons être recadrés quand nous mettons à la disposition des ministres des faits de mégestion? Mais si le ministre veut recadrer, il faut recadrer tout d'abord les prédateurs des finances publiques qui sont dans ces entreprises. Les élections des gouverneurs de province se profilent déjà à l'horizon après la publication du calendrier actualisé par la CENI à l'Union sacrée de la nation. L'on canalise les énergies pour ne pas y aller en ordre dispersé. Une rencontre a été organisée le jeudi pour faire converger toutes les vues. Autour de Modeste Batiloukwebo, le président du Sénat, son collègue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, tous les chefs des regroupements et personnalités politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont pris part active à cette réunion pour la gestion démocrate des ambitions, mais plus pour évaluer les chances des candidats de la plateforme afin de bien préparer cette compétition électorale imminente dans 14 provinces. Selon un député participant, les débats se déroulent en toute démocratie. Plusieurs délégués seront aussi envoyés sur terrain dans les provinces concernées par ce scrutin afin de procéder au sondage en vue de permettre aux acteurs majeurs de l'Union sacrée de se faire une idée nette sur les chances des candidats à présenter à cette compétition électorale. 14 provinces sont concernées par cette opération. Il s'agit de Bazuélé, Olomami, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo, Sankuru, Kinshasa et Kwango. Et en ce qui concerne l'Ituri, l'élection du gouverneur ne sera organisée qu'après l'état de siège décrété.
Et après plus d'une année de conflit, les communautés Ema et Bira de Kanga-Kolo dans le territoire d'Irumu s'engagent de nouveau à cohabiter pacifiquement. Ils ont pris cet engagement à Irumu centre après 2 jours de discussion dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de dialogue communautaire initié par la MONUSCO en collaboration avec l'administrateur du territoire. Les conflits liés aux limites de terre et des accusations de soutien aux groupes armés ont été à la base de ce différend. Hormis l'intensification des opérations contre les forces négatives, l'appel à l'amour et à la cohabitation pacifique lancé constamment par les gouverneurs militaires à certaines communautés de l'Ituri commence à trouver un écho favorable. Les communautés Bira et Hema des villages Irumu Centre et Kanga-Kolo dans les groupements Mayaribo en territoire d'Irumu s'engagent désormais à cohabiter pacifiquement. Les dimanches derniers, elles se sont rencontrées au village Kanga-Kolo à 7 km de la rivière Chari pour faire la paix. Ceci grâce au bon office de l'administrateur militaire du dit territoire à la tête d'une délégation du comité local de sécurité. Le chef de chefferie des Mobala et Bahema d'Irumu exhorte les 2 communautés à l'unité et à la tolérance pour développer leurs entités. Tunalomba msamaha kwa yote yenyewe inapitika kati yetu na mandugu yetu ya Bahema ya Sota. Inaomba turudishe upendo katikati yetu. Muhema aone Mbira sa ndugu yake na Mbira aone Muhema sa ndugu yake. Hatutaweza kufanya maendeleo na insécurité. Tunapaswa kufanya maendeleo kama kimya inakuwa. Même son des cloches du côté des présidents des jeunes de ces 2 villages. Occasion pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siron Simba, de rassurer ses administrés quant à la détermination des forces armées d'en finir avec les groupes armés. Cet engagement à vivre ensemble et à se pardonner mutuellement entre ces 2 communautés d'Irumu après plus d'1 année d'émissions si fréquentées doit servir d'exemple aux autres sur l'ensemble de la province de l'Ituri pour le retour de la paix en plus des actions militaires contre le fils de fille de l'Ituri qui continue d'être à la base du malheur de la province. Et en Afrique, le Parlement libyen a désigné l'influent ex-ministre de l'Intérieur Fathi Bashaga à la tête du gouvernement. Il devrait remplacer Abdel Hamid, dont la mission s'est théoriquement terminée le 24 décembre dernier après n'avoir pas réussi à organiser les élections à cette date. Le nouveau Premier ministre aura entre autres pour mission principale l'organisation des élections. C'est peut-être le début de la fin d'une crise politique qui aura duré toute une décennie depuis la disparition tragique des Mouammar Kadhafi avec la complicité de plusieurs pays de l'OTAN, entre autres la France. La désignation de l'ex-ministre de l'Intérieur Fathi Bashaga comme Premier ministre par le Parlement en remplacement d'Abdel Hamid, soutenu encore par l'ONU, marque, selon certains analystes, un tournant et fait renaître des lueurs d'espoir dans les chefs de la population libyenne, contesté par une frange des parlementaires qui reconnaissent encore Abdel Hamid comme chef du gouvernement. Fathi Bashaga aura entre autres pour mission de conduire la transition en vue de l'organisation des élections présidentielles et législatives. Reste à savoir si Abdel Hamid acceptera de céder le pouvoir alors même qu'il a assuré à plusieurs reprises qu'il ne le cédera qu'à un gouvernement sorti des urnes. Mais l'annonce sur le report à une date ultérieure des élections, prévues en décembre dernier, a sonné le glas d'un échec patent du gouvernement d'Abdel Hamid, selon plusieurs observateurs. Le nouveau Premier ministre qui promet d'ouvrir un nouveau chapitre en tendant la main à tous, dispose de 2 semaines pour former un gouvernement et le soumettre au Parlement. La Libye s'est enlisée dans une crise politique majeure avec des rivalités entre les principales régions, les luttes des pouvoirs et les ingérences étrangères. En pleine guerre civile, le pays avait été dirigé en 2014 et 2016 par 2 premiers ministres rivaux à l'ouest et à l'est.
Parlons sport à présent. Mini-foot, c'est la nouvelle discipline qui sera lancée bientôt en RDC. Ses responsables ont échangé hier avec le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé. La discipline détient déjà tous les documents nécessaires pour son implantation. Conduite par Gaston Benga, président de la Fédération congolaise de mini-foot, la délégation de la Confédération africaine de cette discipline sportive, avec à sa tête Asraf Ben Salah, a eu un échange fructueux avec le ministre de Sport. Avec Asraf, vice-président de la Fédération mondiale de mini-foot, Serge Kondé a été bien clair sur les exigences liées à la pratique d'une discipline sportive en RDC. Nous sommes très fiers d'être ici. Monsieur, son Excellence l'a bien dit qu'il faut vulgariser ce sport partout dans toutes les régions. Nous, comme Confédération africaine, Fédération internationale, oui, c'est notre démarche. Des exigences en guise de responsabilité à charge de la Fédération congolaise de mini-foot, a reconnu Gaston Benga. Et pour nous, c'est un privilège, c'est quelque chose qu'on ne va jamais s'amuser avec. On comprend bien que ça vient avec de lourdes responsabilités. Il a été très spécifique dans le sens que cette discipline doit être implantée sur toute l'étendue de la RDC, donc dans toute la province, avec l'accompagnement et de la Confédération africaine du mini-football. On va être à mesure de faire cela dans les délais le plus bref que possible. Le président de la Confédération africaine de mini-foot n'est pas venu bredouille. Ashraf a offert à Serge Kondé un maillot et survêtement, une manière pour lui de l'inviter à la pratique de cette discipline. Et en basket, plus que 14 jours nous séparent de la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA Zone Afrique. Pendant ce temps, les léopards de la RDC qui doivent lancer la préparation d'ici le 20 février sont dans l'incertitude totale puisque le gouvernement n'a pas encore répondu favorablement à l'état de besoin lui présenter, une situation qui risque de rendre la tâche difficile à nos léopards. Les détails avec Joey Lolonga, quatrième vice-président de la FEBACO, qui a répondu depuis Paris aux questions de Christian Bokaya. Aujourd'hui, au niveau des préparatifs, nous sommes au point mort. Nous avons tout préparé, budgétisé notre déplacement et malheureusement, nous sommes toujours en attente de la signature du ministre du Sport des états de somme présentés afin de pouvoir entrer dans la chaîne de dépenses et effectuer le vol qui aura lieu dans 12 jours, exactement le 21 février. À cela ne tienne, nous gardons toujours espoir d'une suite positive du ministère du Sport de tutelle qui, à notre connaissance, revient du match de préparatif de la Coupe du Monde éliminatoire et préparation de la Coupe du Monde éliminatoire des Léopards Foot. Et ce serait bien qu'il y ait cette même enthousiasme au niveau du foot que les autres disciplines, qu'il s'agit de l'équipe nationale de la RDC. Aujourd'hui, nous avons introduit la première fois les états de somme en date du 14 septembre 2021 afin de participer à la première fenêtre des événements de la Coupe du Monde, dont nous n'avons pas eu de suite jusqu'au mois de janvier. Nous avons fait encore une lettre de rappel auprès du ministère de tutelle, le ministère du Sport. Le président de la fédération AI, Maître Paulin Kabongo, a eu l'occasion de rencontrer le directeur de cabinet du ministre du Sport et une nouvelle introduction de cette demande, ce que nous avons effectué en date du 22 janvier, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas eu de suite. Nous savons que le dossier est actuellement auprès du ministère du Sport et nous nous posons la question pourquoi notre dossier n'a toujours pas été transmis au budget, à la chaîne de dépenses, afin de pouvoir effectuer le déplacement pour la semaine prochaine. On se pose beaucoup de questions en sachant que si les Léopards Basketball participeront à cette fenêtre, car si elle ne participe pas, elle sera d'office éliminée à la Coupe du Monde. Et pour terminer en sport, c'est une grosse perte pour la presse sportive congolaise. Le décès du journaliste Fouassa Ntobissa, très connu surtout pour ses co-commentaires et répliques aux côtés de François Mwana Kabulo. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a rendu hommage à un grand nom de la presse nationale. Le célèbre consultant sportif de la radio-télévision nationale congolaise a passé l'arme à gauche après avoir longtemps souffert d'une maladie, apprend de ses proches. Connu pour ses interventions aux côtés de François Kabulo Mwana Kabulo lors de matchs des Léopards de la RDC, Faustin Fouassa Ntobissa a laissé des empreintes sur la sphère sportive du pays, lui qui aimait commenter et analyser le match des fauves congolais avec passion.
Quelle est la chance que vous donnez aux Congolais, étant donné que vous êtes Congolais vous-même? Oui, moi je pense que l'équipe congolaise part avec d'abord l'avantage d'avoir un championnat qui a continué à fonctionner. Deuxièmement, ils sont venus au départ, ils avaient quelques doutes, surtout après avoir été douchés dès le début du match par la Libye. Mais dès lors qu'ils se sont rattrapés et qu'ils ont obtenu le match nul qui les a relancés, et les Congolais commencent aussi à croire qu'ils sont capables de rééditer l'exploit qu'ils ont édité pour la deuxième fois au Rwanda en 2016. Vers les années 80, Faustin Fossa Tombissa fut présentateur des éditions télévisées du journal aux côtés de Kudura Kasongo, Kibambi Shintwa, Kanagana Mbengu et Nyangi Lelo. Il deviendra par la suite consultant sportif, une complicité avec François Kaboulou qui va les propulser sur l'agora sportive de la République démocratique du Congo. Faustin Fossa Tombissa est décédé comme étant directeur responsable de l'Institut national de l'audiovisuel, une des branches de la RTNC. Le programme des obsèques sera fixé incessamment. On va prendre le rappel des titres à présent. Inhumation ce vendredi des victimes de Matadi Kibala. Une cérémonie d'hommage est organisée au stade de Vélodrome de Kintambo en présence des membres du gouvernement et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et bisbille entre l'inspection générale des finances et la ministre du portefeuille. L'IGF dénonce l'inaction dans le chef de certains politiques qui alourdissent la traque contre les corrupteurs et les détourneurs. La presse congolaise est en deuil. L'on n'entendra plus la voix de Fossa Tombissa, le co-commentateur de matchs de football et principal allié de François Moana Kaboulou. Jean-Marie Kassamba a rendu hommage à un monument de la presse. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.